et je vais vous proposer pour commencer un portrait de Bessora qui est un portrait un peu par bribes de termes accumulés, de formules accumulées. Je vous les livre donc de manière, enfin c'est construit quand même, mais c'est pêle-mêle. Romancière, nouvelliste, auteur de bande dessinée, belge, suisse, gabonaise, d'origine allemande, au carrefour d'identité, inclassable. Donc c'est un certain nombre de termes que l'on trouve de manière un petit peu récurrente à l'endroit, enfin accolés ou apposés au nom de Bessora. On peut dire qu'aujourd'hui, on va évoquer en particulier le roman Pétroléum, qui a déjà été un peu l'objet de l'analyse tout à l'heure, mais pas seulement. Et il s'agirait pour Bessora peut-être d'évoquer l'ensemble de son œuvre, peut-être articulée sur les catégories qui nous ont occupés aujourd'hui, c'est-à-dire la problématique de la justice environnementale d'une part, de l'écoféminisme de l'autre, et puis éventuellement d'autres catégories qui surgiront à la faveur du discours, et avec lesquelles j'essaierai de construire une manière d'échange. Et bien sûr, vous êtes complètement conviés et invités à participer à cet échange pour pas que ce soit de manière trop verticale. Donc on peut dire, parce que quand même je vais présenter un petit peu son œuvre de manière chronologique, qu'en 99, Bessora publie son premier roman qui s'intitule 53 cm, et c'est un roman qui pour moi est une manière de méditation que je qualifierais de névrotique autour des méandres de l'identité, enfin d'une identité donc qui est plurielle. C'est pas selon moi, comme on le dit parfois, une auteure africaine, mais plutôt avec différents ancrages et différents enracinements, si on peut parler de racines. Une méditation névrotique sur l'identité à l'intérieur des méandres de l'administration française. Un roman que l'on pourrait qualifier, en tout cas selon moi, d'autobiographique, et qui se situe donc au carrefour des trois nationalités ou des différentes influences qui sont celles de Bessora. Et après aussi, en termes plus biographiques, en termes d'études, on trouve souvent cette idée, cette histoire, ce récit, selon lequel Bessora a d'abord entrepris des hautes études commerciales et ensuite parti sur le terrain de l'anthropologie, des études d'anthropologie desquelles émerge en 2002 une thèse, je la cite parce qu'elle porte précisément sur l'exploration pétrolière au Gabon, l'exploration ou l'exploitation, selon comment on veut le dire, l'exploration pétrolière au Gabon. Et suite à, je ne sais pas quel lien on peut faire entre ces deux événements, mais en tout cas, 2 ans après cette thèse en 2002, on retrouve donc la parution de Pétroléum en 2004, qui thématise le même sujet, mais cette fois-ci avec les langages et les mécanismes de la fiction romanesque. Et donc on a ce pétropolar, comme on peut l'appeler de plein de manière différente, qu'est Pétroléum. Et je tenais à dire, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, que la plupart des ouvrages de Bessora sont en vente, ils sont sur la table là-bas, elle en parlera, mais je voulais signaler cette possibilité de les acquérir éventuellement pour ceux et celles qui seraient intéressés à la fin de la conférence. Ensuite, Et si Dieu me demande, dites-lui que je dors, un titre qui m'a particulièrement parlé, donc je le cite, un roman en 2008, et puis je sacrifie quand même au rituel qui considère l'intérêt de signaler que Bessora a obtenu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour l'ensemble de son œuvre en tant qu'écrivaine gabonaise, et au Gabon ça a été perçu comme la première fois qu'une écrivaine gabonaise recevait ce prix. Donc j'en parle parce que ça a créé une certaine forme de résonance et de dialogue et de débat sur cette question. Et puis en 2004, un objet un peu différent qui sort du romanesque, en 2014, pardon, pas en 2004, Alpha, Abidjan Gare du Nord, donc une bande dessinée qui évoque encore des méandres, mais cette fois ceux du parcours migratoire d'un Ivoirien qui s'appelle Alpha Koulibaly, et dont la BD raconte les tribulations, pour ne pas spoiler, c'est-à-dire pour ne pas anticiper ce qui s'y passe si jamais vous voulez aller vous en rendre compte par vous-même. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de ne pas parler à la place d'eux, de ne pas délocuter, comme on dit en linguistique, l'objet dont on parle, la personne dont on parle. Et du coup, plutôt que de continuer à me livrer à un portrait de la manière dont je suis en train de le faire, je vais plutôt laisser la parole à ce qu'elle appelle sur son blog, je disais pour s'écarter de ce qu'elle appelle sur son blog la dissection propre à la recherche thanato-littéraire ou en thanato-littérature. Donc je vais éviter de trop réifier son discours, et c'est pour ça que j'aimerais plutôt qu'elle prenne la parole. Je recite une citation que j'ai déjà citée tout à l'heure, qui est encore une fois extraite du blog de Bessora. Quant aux Africains d'aujourd'hui, ils ne m'ont rien demandé, et surtout pas de parler à leur place. Donc j'en dis autant pour ma part. Je n'ai pas envie de m'instituer en personne délocutante, et du coup je vais laisser pour cette raison la parole à Bessora, et ensuite on essaiera de construire un échange autour de ce qu'elle aura évoqué. Merci.
Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Et puis merci de m'avoir invité. Je suis là depuis ce matin, je suis arrivée un peu en retard, mais j'ai pu entendre la plupart des interventions et c'était vraiment passionnant. J'ai même entendu une intervention de Anne-Laure à propos de mon travail, entre autres. C'était aussi très intéressant. Et donc, ce qu'elle vient de vous citer, c'est la réponse que j'ai faite à une étudiante d'une vingtaine d'années en thèse de doctorat en lettres, qui avait inclus Petroleum dans un corpus qu'elle étudiait, dans une comparaison entre les auteurs d'Afrique noire, je crois, disait-elle, et les auteurs du Pacifique Sud. Et elle m'a posé des questions qu'elle devait poser depuis sa place d'étudiante dans cette catégorie-là. Et malheureusement, j'espère ne pas avoir démoli son travail, mais je pense que les réponses que j'y apportais correspondaient pas forcément aux cases dans lesquelles elle devait entrer. Et c'est bien le problème, effectivement, que je pose parfois. C'est-à-dire que, comme l'a dit Anne-Laure, bon, j'ai des origines extrêmement diverses. Elle vous a parlé du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, dont en général on doit se vanter, que souvent en Afrique les gens sont très impressionnés lorsque vous avez obtenu ce Grand Prix-là, mais il faut savoir que ce Grand Prix-là n'a rien d'africain, puisqu'il est décerné par une association, une petite association française. Bon, c'est toutes ces questions-là. Il faut savoir aussi que Petroleum est pas mal étudié au Gabon, où des enseignants, des chercheurs se le sont appropriés. Alors c'est leur droit le plus strict. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus, mais ce que je tiens à dire, c'est que je ne me considère aucune légitimité ni représentativité que parfois on me donne. Donc il y a ce Grand Prix littéraire d'Afrique noire, il y a cet écrivain de la post-colonisation, mais par ailleurs il se trouve que je suis aussi publiée dans une anthologie américaine qui s'appelle Best European Fictions. Donc voilà, chacun prend un peu ce qu'il arrange. Et j'ai commencé à écrire en 99. Après avoir travaillé plusieurs années en Suisse dans la finance et dans le management et dans le contrôle de gestion, j'ai tout laissé tomber et j'ai repris des études en anthropologie à l'époque. C'était à Paris 7. Et ensuite à l'école des hautes études en sciences sociales. Et je me suis embarquée dans l'écriture d'une thèse. Alors, je n'étais pas du tout une étudiante brillante. Heureusement pour la recherche que je l'ai abandonnée. Et ce sont ces études d'anthropologie qui m'ont amenée à écrire mon premier roman, parce que je n'ai jamais eu le rêve d'écrire des livres. Enfin, quand j'étais enfant, je rêvais de devenir hôtesse de l'air au maximum. Enfin, pour moi, les livres, c'était des produits finis. Je n'imaginais pas que derrière, il y avait des gens qui écrivaient et que ça puisse être un métier, alors qu'aujourd'hui, c'est mon métier. Et ce premier roman, je vais vous en lire un extrait. Donc, il s'appelle 53 cm. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui débarque en pirogue sur les bords de la Seine pour étudier les Gaulois. Elle veut devenir gaulologue. Et c'est un peu un retournement de l'anthropologie et de l'ethnologie du 19e notamment. Donc je vais vous lire un petit passage où Zahra, qui est l'héroïne de ce texte, reçoit chez elle une inspectrice de la CAF qu'elle appelle Mademoiselle Alexandre Dumas. Chère Mademoiselle Alexandre Dumas, je suis enceinte de 2 mois quand, il y a 7 ans, je débarque d'une pirogue creusée dans le bois d'Okoumé, sur les bords de la Seine. Comme Pocahontas en son temps débarqua sur les bords de la Tamise. J'ai 21 ans et j'entends bien me consacrer à l'ethnologie des peuples primitifs, inventorier leurs talismans. Je m'assigne donc un terrain, la Gaule. Oui, je suis gaulologue, contrairement à Pocahontas, qui n'était pas anglologue. L'accès à la Gaule, vous le savez, exige un long et pénible détour, l'escalade du mont préfectoral. Un temple se dresse sur son sommet, centre des étudiants étrangers. Mon premier dessein sera d'y pénétrer pour dérober un talisman appelé Cat de Séjour. Ah, mademoiselle Alexandre Dumas, vous comme moi voyez cela d'ici. La Cat de Séjour, plus fort que la minute de silence dont on fit une symphonie, que l'Empire State Building, filmé en continu pendant 8 heures, que le pot doré de Beaubourg et que les frigidaires superposés. Avec la 4 de Séjour,
J'entends révolutionner l'art contemporain, inventer mon genre à moi toute seule. Cher cadre de ses joues, ton compte est bon, je saurais faire de toi une œuvre d'art, car la valeur de l'art, c'est le dollar. Donc voilà, à partir de là, elle part à la chasse de cette carte de séjour qu'elle croit être unique. Elle pense que c'est un talisman unique, qu'elle va pouvoir vraiment faire fortune avec ce talisman en le revendant très cher dans des musées. Et ça, c'est le premier roman qui est sorti il y a longtemps maintenant. C'est une réédition. Il est sorti il y a, ça fait combien ? Ça fait 17 ans. Et c'est avec ce roman que je suis entrée en littérature et que je suis entrée dans la case. Je ne sais plus trop quelle case à l'époque, mais enfin, ça devait être écrivain de la diversité, écrivain postcolonial. Donc il y avait cette case-là. Ensuite, j'ai continué à publier. J'ai publié un second roman assez rapidement. Et puis est arrivé Pétroleum. Et alors, l'écriture de Pétroleum, ça a coïncidé avec la fin de ma thèse, qui portait sur les mémoires pétrolières au Gabon. Et c'est une thèse dans laquelle j'interrogeais la place de l'exploration et de l'exploitation pétrolière dans le paysage social de l'île Mandji. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur, que j'ai commencé par traiter d'un point de vue académique par la thèse, mais qui m'est venu parce que je suis un peu tombée dans un baril de pétrole quand j'étais petite, puisque j'ai passé 10 ans de mon enfance à Port-Gentil, sur l'île Mandji, avec une très très forte implantation de l'exploitation pétrolière et des traces partout, des traces, des odeurs de pétrole, des t-shirts qui étaient imprimés de logos à la gloire d'Elf Gabon, une société extrêmement ségrégée et une compagnie pétrolière qui prenait en charge l'organisation urbaine et l'organisation sociale de l'île. Et c'est quelque chose dans lequel j'évoluais enfant, en sentant que c'était un peu bizarre. Et si je sentais que c'était un peu bizarre, c'est parce que je venais aussi de l'extérieur, parce que je n'étais pas née là-bas, puisque je suis née en Belgique, et que ma mère est suissesse, et que je suis arrivée au Gabon à l'âge de 6 ans, et que donc j'avais connu autre chose, et que comme je partais en vacances chez mes grands-parents, j'avais d'autres références, et ça me paraissait étrange. Et ça a mûri pendant longtemps, jusqu'à donner cette thèse, et cette thèse... j'étais très heureuse de la voir, mais j'avais l'impression que ce n'était pas la fin de cette histoire-là. Parce que, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, il me manquait la vie, en fait. Il me manquait quelque chose qu'apporte la fiction, à mon sens. C'est-à-dire que là, j'avais l'impression d'avoir fait une dissection, d'avoir décortiqué une problématique plus ou moins habilement, mais que... j'entendais pas les sons, j'avais pas les sensations. Il me manquait une histoire racontée avec des personnes en chair et en os. Et du coup, j'ai utilisé cette thèse comme source pour écrire ce roman que j'ai abordé sous la forme d'un polar avec au départ une explosion dans une plateforme pétrolière en mer. Et c'est le début d'une enquête avec plusieurs suspects et plusieurs motivations possibles. Et c'est une enquête qui est donc menée par un criminologue qui est présenté comme un homme à pensée fixe et qui s'appelle Montandon. Et c'est une enquête à laquelle est aussi mêlée la géologue en chef de la plateforme qui a explosé. Alors elle s'appelle Médée. Et elle est bretonne, c'est une expatriée bretonne. Et cette enquête, c'est un peu un prétexte pour découvrir la pieuvre, ce qu'est la pieuvre elfe sur cette île, et ce que ça fait, cette pieuvre, dans la vie des gens, mais aussi dans la nature, dans la mer, sur les plages. Voilà ce que j'ai voulu faire avec ce roman-là. Dont beaucoup de gens au Gabon s'en sont saisis. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que ce soit un sujet qui les préoccupe et qui les intéresse. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, pourtant c'est un roman qui est sorti en 2004, donc ça fait un certain nombre d'années aussi.
Et ma problématique à moi, c'est que donc, je suis écrivain, et que mon écriture, je pense qu'elle évolue pas mal. Je pense qu'il est assez difficile de tirer un fil conducteur entre toutes mes œuvres, si ce n'est que ce qui revient souvent, c'est cette question de la chosification, de la réification, et que ça concerne la nature, entre guillemets, ou les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est ce sujet-là qui m'intéresse. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de réseau qu'il y a entre le sexisme, le classisme, le racisme et beaucoup d'autres mots en isme. Et plus généralement, je m'intéresse à la figure du paria, en fait. Alors, je vais peut-être vous lire un petit extrait de Pétroléum. Si je tombe sur une page intéressante, attendez, je vais prendre au hasard. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Quoique, on arrive au bureau du directeur général, qui est un monsieur Bon Mariage, et le numéro de son bureau est le 666. Donc, monsieur Bon Mariage est le diable. Bon, allez, on va y aller quand même. Les premiers géologues arrivent en 1928. Ils plantent leur tente dans la tourbe insulaire et fertile de Ninguesica, au beau milieu de la lagune du Fernand-Vaz. Sous leurs gros sabots coule l'huile de pierre. Cette vieille roche liquide et noire migre en silence sous la terre depuis des millions d'années. En 1928, la battue commence. Ordre du gouverneur général d'Afrique équatoriale française. Pisteurs, porteurs, casseurs et charpentiers arpentent les rivières pour le compte de la République, sous le commandement de géologues venus de France et de Russie. Ils marchent là où personne n'est jamais passé, du moins le croient-ils. Ils vont tout droit, ils montent, ils descendent, ils boivent de la vodka. Ils franchissent des cours d'eau fraîche et transparente, ils boivent du Ricard. Ils ramassent des cailloux, ils prennent des notes, ils dessinent des cartes. Le soir, ils s'arrêtent. Ils sont trop crevés pour lutter contre les moustiques. Et puis le paludisme attaque. Le pisteur s'appelle Zéphirin. Il guide les explorateurs dans la brousse. Il sait bien qu'il dérange les esprits de la forêt et les génies des eaux. Il sait bien qu'il faudrait demander l'autorisation aux arbres et aux poissons, leur dire s'il vous plaît, merci, bonjour, au revoir, leur donner un peu de kaolin ou 10 mots pour excuser du dérangement. Mais comment expliquer la politesse aux géologues ? Un jour, racontera-t-il, alors qu'il était pisteur pour le compte d'autres prospecteurs, il avait essayé sans succès. Il marchait en forêt quand un arbre immense qui se dressait devant eux leur avait barré la route. Le géologue a ordonné l'abattage de l'intrus végétal. Les nègres ont pris les haches. Zéphirin s'est écrié « Arrêtez !» Tous l'ont regardé interloqué. Zéphirin a bafouillé qu'il valait mieux contourner l'arbre. Le géologue, qui n'était pas mauvais au fond, a demandé des explications. Zéphirin a fini par murmurer que l'arbre était sacré. Le géologue a fait mine de n'avoir rien entendu et a confirmé l'ordre d'abattre l'arbre à beurre. Zéphirin s'est mis à hurler. Des hommes vieux, des femmes et des enfants sont assis sur les branches. Personne ne voyait les esprits qu'il montrait du doigt. Il faut dire que de tous, il était le seul à avoir été initié au mystère de la forêt. Lui seul était habilité à voir l'invisible. Le géologue aveugle a encore ordonné l'abattage de la Tzap. Zéphirin a supplié. Avant de tomber à genoux, il a enfoui son visage dans ses mains pour ne pas voir. Plus rien. Silence assourdissant. Il a ouvert les yeux, devant lui un nuage de poussière se dissipait. L'arbre était intact. Les hôtes de ses branches le regardaient en souriant. Le géologue et ses nègres avaient tous disparu. Donc ça, c'est une aventure que j'ai extraite d'une légende que j'ai recueillie lorsque je faisais mon travail de terrain. C'est la légende de l'arbre d'Igogino. Il se raconte qu'à l'époque de la prospection, donc dans les années 20, il y a une équipe de géologues et de pisteurs qui ont été engloutis par un arbre qui s'est déraciné
et qui les a engloutis dans le trou où se trouvaient ses racines avant de se refermer sur eux. Et je trouvais que c'est une très belle métaphore pour exprimer la blessure et la douleur que représentait à l'époque cette exploration pétrolière. Donc ça c'est Pétroléum, le quatrième, ou le troisième, non le quatrième. Alors il y a eu pas mal d'autres choses après. Je vais peut-être vous parler de Cyrano parce qu'il est extrêmement différent. Donc Cyrano, c'est un Cyrano avec une arrobase. Et en fait, c'est une adaptation extrêmement libre du Cyrano de Rostand, dont vous n'entendrez jamais parler dans les études décoloniales ou autres, peut-être dans les études féministes. Et il s'agit de l'histoire d'une comédienne qui s'appelle Roxane et qui va inventer un avatar sur Internet qui s'appelle donc Cyrano avec arrobase, pour séduire un dénommé Christian avec qui elle a eu une liaison et qu'il a laissé tomber. Donc tout est inversé dans ce Cyrano-là, puisque c'est Roxane qui a un long nez et qui joue en fait le rôle de Cyrano. Et donc celui-là est sorti en 2011. Et je vais peut-être vous lire un petit passage. Le passage où, après avoir été éconduite par Christian le lendemain d'une nuit torride, elle découvre qu'il est inscrit sur un site de rencontre, et donc elle va s'inscrire sur ce site de rencontre et créer cet avatar pour séduire Christian. Je pénètre un cybermarché virtuel, spécialiste dans la rencontre numérique. J'espère y trouver, entre autres tomates de masse, ce fruit d'amour prénommé Christian. Love on the net, c'est bien son genre. Je choisis de m'exposer au rayon des femmes à vendre. Donc là, on est dans la chosification. Le magasin me propose un référencement gratuit et sans engagement. La procédure de standardisation commence normalement. Femme recherche homme entre 39 et 40 ans. Ces présentations achevées, on m'invite à remplir un profil d'hétérosexuel romantique. Je crée mon pseudo. Disons que je m'appelle Cyrano. Et là, elle a un ami imaginaire qui intervient, qui se trouve être le Cyrano de Bergerac, le vrai, même pas celui de Rostand, le vrai. Or ça, madame, quel est ce chamaillis? Où emmènes-tu mon nom scélérate? Attention, je vais gouindre. Je te transforme, voilà tout, il ne peut te déplaire que je vienne troubler la pièce d'un confrère. Tu es plus fourbe qu'un scapin. Quel rôle veux-tu me donner cette fois? Garce ou garçon? Que je sache, Cyrano, depuis l'enfance, nous sommes amoureuses des mêmes galants. Crois-tu, fillette? Je ne suis pas seulement ton autre, sais-tu, j'ai mon existence propre. Elle te préexiste et te survivra. Ne maltraite pas mon nom, Roxane. Fais-moi confiance, je ne te trahirai pas. Tu fus mon éducatrice par procuration, oui, parce que l'ami imaginaire Cyrano est une fille. Alors ne te formalise pas. Je veux que tu libères Christian, c'est tout. Cesse de te fiche de moi, explique, vieille sotte, je n'y entends rien encore. Laisse-moi d'abord nous inscrire sur le site. L'écran me demande ma date de naissance. Cyrano me donne la dictée. Tu naquis le 17e de mars 1974, Roxane, progéniture d'un gentilhomme inconnu, mais supposé Jean Rochefort, Charles Bronson ou Sidney Poitier, et de damoiselle Rose Berger, démiurge saltimbanque. Tu vins au monde sans nobles parents, et tu reçus pour marraine Damoiseau, Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, ton cousin irrégulier, âme mousquetaire et fantasque né à Paris quelque temps avant toi, ami intime de Sieur Lebray, dramaturge extravagant et ferrailleur bien membré, épicurien libertin plus qu'amant éploré, disciple impénitent du philosophe Gassendi, hétéroclite cadet de Gascogne, coureur de culottes et de cabarets, voyageur intersidéral de... Assez le fable! Je te suis reconnaissante cependant de confirmer le lien qui nous unit.
et d'endosser tous les sexes utiles à la comédie. Voilà, donc comme vous voyez, c'est assez différent de Petroleum, qui lui-même est assez différent de 53 cm. Mais ce n'est pas grave, je continue mon petit chemin. Et après Cyrano, il y a donc les romans dont Anne-Laure vous a parlé, Cueillez-moi, jolis messieurs, et Si Dieu me demande, dites-lui que je dors. Cueillez-moi, jolis messieurs, c'est l'histoire d'une cohabitation entre deux femmes à Paris, dont l'une est un écrivain sans domicile fixe, et l'autre est une prof de lettres, très bien intégrée socialement, mais qui se trouve être séropositive, et qui doit donc accepter cet état de fait. Donc, et c'est la cohabitation entre ces deux femmes. Et c'est le fameux livre qui a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Voilà. Et je vais encore vous parler des deux derniers, des deux petits derniers, puisque là, ma réflexion autour de l'écriture et ma pratique de l'écriture évolue encore. Donc il y a Alpha. Alpha, c'est un roman graphique que malheureusement je n'ai pas pu me procurer pour vous aujourd'hui, mais enfin il se trouve en librairie. Voilà, c'est un roman graphique. J'ai été contactée un jour par Barou. Barou, c'est un illustrateur qui fait du livre jeunesse, et il avait vaguement envie d'écrire autour de l'immigration. Alors, quand j'entends ce genre de proposition, je m'enfuis en courant, normalement, parce que c'est extrêmement vague, et j'ai toujours très peur que ça finisse comme le reportage d'1 minute 50 au journal de TF1 à 20h le soir. Donc j'ai longuement réfléchi avant d'accepter ce projet-là. Et pour l'accepter, j'ai décidé de faire disparaître le narrateur. C'est-à-dire que c'est un texte qui ressemble à un récit de voyage. Et un récit de voyage qui aurait été écrit et dessiné par Alpha lui-même. À tel point que, quand j'ai fait la promotion de ce texte et que je suis allée le présenter, les gens étaient souvent très étonnés de voir que je l'avais écrit. Ils n'imaginaient pas que derrière ce texte, il pouvait y avoir une personne comme moi, et ils imaginaient parfois que c'était un récit de voyage réel. Donc, je vais vous lire le début de ce texte, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, vraiment, parce qu'en tant qu'auteur, paradoxalement, c'est très agréable de s'effacer derrière ces personnages. Donc, c'est Alpha qui parle. J'imagine que l'Europe, c'est beau, mais aussi très froid. Il n'y a pas de poussière comme en Afrique. Les routes sont en bon état. C'est sûrement plus propre que chez moi. Je pense que l'Europe est un bon endroit pour vivre. Vers la gare du Nord. Ma belle-sœur a un salon de coiffure là-bas. C'est là qu'ils doivent se trouver. Mais ils ne m'appellent jamais. Un coup de téléphone Paris-Abidjan, c'est cher. Et moi, je ne peux pas les appeler. Je n'ai plus de crédit. Mon nom, c'est Alpha, comme Alpha Blondy, le chanteur. Mais moi, je ne suis pas chanteur, je suis ébéniste. Mon nom, c'est Alpha Koulibaly, comme les Koulibaly du Mali. Mais moi, je ne suis pas malien, je suis ivoirien. Situation maritale, une épouse, un enfant. Ma femme et mon fils m'ont laissé à Abidjan. Ils ne m'appellent jamais. Pas de nouvelles. Patience et Badian sont partis pour Paris. Non, ils n'ont pas eu de visa. Vous ne connaissez pas le consulat ? On y est d'abord allés tous les trois. Et donc, c'est le voyage d'Alpha entre Abidjan et Paris, où il espère retrouver sa femme et son fils, qui sont partis sans visa. Et c'est un voyage qui, pour vous et moi, se fait en avion et prend 6 heures. Et ce voyage, pour lui, va durer 18 mois, d'épreuves inimaginables, au point que nous, on les appelle des migrants. Lui, il se considère un aventurier, et il dit que Indiana Jones lui-même n'aurait pas survécu à tout ce qu'il a enduré. Donc ça, c'est Alpha, c'est
C'est un récit de voyage. Et une narration au jeu. Et c'est une pratique d'écriture que je trouve particulièrement intéressante et efficace sur des sujets brûlants, qu'on qualifie de sujets d'actualité, mais qui ne sont pas des sujets d'actualité, c'est des sujets constants, enfin c'est des sujets permanents. Et j'ai réutilisé ce procédé pour le testament de Nicolas. Alors Nicolas, donc ça c'est une reproduction d'une toile d'Egon Schiele. Nicolas, c'est un garçon qui part en voyage aussi. C'est un garçon qui se cherche un horizon, qui pense n'avoir aucun avenir chez lui. Chez lui, c'est en France. Et il part en voyage en Syrie. Donc je vais vous lire le début de ce texte. Et quoique ce soit un personnage assez sombre, à côté de Alpha, qui est un personnage très lumineux et pour lequel on a de l'empathie forcément parce que son projet, on ne peut qu'y adhérer, Nicolas, c'est un petit frère d'Alpha, mais c'est un frère sombre. Longtemps, j'ai eu peur de mourir. J'en paniquais la nuit, congelé de frousse et grelotant au fond de mon lit. Est-ce que le temps s'arrête quand on est mort ? Dès le déclin du jour, quand le soleil commençait à baisser, l'angoisse me montait. Ça m'a toujours pourri la vie, l'effroi. L'idée de mort me trottait dans la tête, le néant me retournait l'estomac. Tout poisseux de sueur j'étais, dans mes draps. Et puis j'ai compris, Salomé. J'ai compris d'où venait l'épouvante. Pas de la mort qui vient, mais de la vie qui ne va pas. Elle n'avait pas de sens, ma vie était bête. C'était le sens qui manquait. J'ai trouvé le sens. Maintenant, je n'ai plus jamais peur. Et donc c'est un texte assez terrible parce que donc Nicolas a 17 ans et il va se fourvoyer dans un idéal perverti. Un peu comme certains garçons dans les années 30 se fourvoyaient dans le nazisme, par exemple. Je pense à Günter Grass. Et donc lui, il va essayer de réaliser ce rêve de bâtir un monde meilleur au Cham, c'est-à-dire en Syrie, et d'établir le califat. Donc il va partir en voyage jusqu'à une brigade qu'il va intégrer et qu'il va servir jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des sujets assez différents, des traitements assez différents, des écritures assez différentes, mais je pense que s'il y a un fil conducteur, ce serait dans cette question de la chosification et de la réification des personnes ou de la nature. Voilà. Merci. J'ai pas regardé le temps, hein. Je sais pas si j'ai débordé. Bon. Alors moi j'ai quelques questions, mais bien sûr si vous en avez, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, mais peut-être revenir quelques instants sur la question de la disparité de l'évolution et des permanences. Donc du coup la figure du paria serait centrale et serait récurrente même si elle change de forme, si j'ai bien compris. C'est peut-être. Peut-être. Mais qu'est-ce qui change du coup ? Si c'est le paria qui reste et si c'est la question de la chosification qui reste, lorsque vous dites que votre prose ou votre écriture plus généralement a évolué, comment vous qualifieriez le changement ? Enfin, je ne sais pas si c'est une question qui fait du sens, mais ouais. Moi, je me pose la question. Alors, je crois que cette question-là, c'est pas une question qu'un auteur se pose, en fait. C'est à la limite une question que quelqu'un qui fait l'analyse d'une œuvre va se poser. Moi, ma quête, c'est d'écrire et d'écrire le mieux possible les sujets qui me choisissent ou que je choisis. Parce qu'il y a des sujets que je choisis, et parfois je sais pourquoi, parfois je ne sais pas vraiment pourquoi, et je ne suis pas sûre que ça ait une importance en fait, pour la construction de l'œuvre. Là, ça fait un petit moment maintenant que j'écris.
il y a encore de la matière, il y a encore de l'envie de création, et pour moi, c'est ça qui compte, c'est que ma source ne soit pas tarie, et voilà. Et puis une autre question qui concerne plus particulièrement Petroleum, du coup en rapport avec ce qu'on a pu dire aujourd'hui, un peu à ce sujet-là et plus largement, c'est sur le statut de la nature, et peut-être pas que dans Petroleum, du coup peut-être dans votre œuvre plus généralement. Moi, ma lecture de Petroleum, et du coup ça n'engage que moi, c'est qu'il y a, je ne sais pas si une alternance ou un conflit, une cohabitation difficile, entre d'une part ce qu'on pourrait qualifier, et sans doute mal, mais bon, de surnature, surnaturel, de savoir empêcher et gêner par justement l'épopée d'Elf Gabon, et du coup par ailleurs des dispositifs qui ont, je ne sais pas si post-naturels, mais qui sont voilà, de grosses machines, le forage, le navire, etc. Et je me demandais, parce que du coup, ce que j'ai pu lire, c'est que la nature, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une manière de poétiser la souffrance des gens, mais je me demandais si elle avait toujours ce statut-là, si elle était toujours un paria, ou enfin, dans votre œuvre. Je ne sais pas forcément, mais pour Petroleum, là j'ai devant les yeux, par exemple, l'image de très, très gros trous qui ont été faits dans l'eau, dans la mer, pour pomper du sable, par exemple. Alors, c'est pas forcément pour de l'exploitation pétrolière, mais c'est des interventions humaines comme ça, extrêmement intrusives et puis vraiment, vraiment massives. Quand on les regarde, quand on les regarde, ça ressemble à des blessures. Et puis, on associe parfois ces interventions à des modifications du paysage. Ce matin, par exemple, on parlait du fait qu'une plage avait perdu 100 mètres en quelques années. Enfin, c'est vous qui en parliez. On parlait de Fos-sur-Mer aussi. Mais ça c'est des choses aussi qui font écho à ce qui s'est passé là-bas du fait de l'industrialisation très, très forte. Et le fait de le percevoir comme une blessure, c'est une perception personnelle. Hein. Je ne sais pas si tout le monde le perçoit comme une blessure, mais moi, ça me paraît violent, et c'est ce que j'ai restitué dans ma thèse et dans ce roman. Mais il faut croire que c'est aussi une forme de violence pour d'autres personnes que moi de manière plus large. Et le registre du surnaturel ou du fantastique, au Gabon, ça m'a paru un moyen d'exprimer une contestation, en fait. Parce que dans un contexte politique où il n'y a pas, d'élus ou de recours juridiques possibles, il faut bien que la contestation, elle s'exprime. Et elle s'exprime de manière politique par des révoltes ou des revendications clairement politiques, mais elle s'exprime aussi dans le registre légendaire. C'est-à-dire que les légendes, elles racontent ce sentiment de relégation, de spoliation, de violence, de fin d'un certain ordre, de violation d'un certain ordre. Mais là, il s'agit de Petroleum, hein, parce que dans d'autres bouquins, alors je ne sais plus si la nature est présente ou comment, mais il n'y aura pas nécessairement la même perception ni les mêmes réactions. D'accord, merci. Merci, puis merci à vous. Merci.